Jules vit d'aventures et de rencontres. D'un week-end en autostop avec sa grand-mère de 90 ans à un tour du monde des sports, il n'y a qu'un pas. Salut Jules, Salut Chloé. comment vas-tu ? Bah écoute, très bien et toi? Bah bien, merci. Je suis ravie de te recevoir. C'est un peu improbable. On s'est rencontrés via les réseaux sociaux et j'ai vu ton parcours, j'ai trouvé ça très inspirant. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, merci à toi Chloé de m'avoir invité, ça me fait plaisir de te rencontrer en vrai. Bon, bah tant mieux. Je commence toujours de la même manière, à savoir dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui. Yes, et bah du coup je m'appelle Jules, je viens de Moselle à Metz. J'ai grandi là-bas toute mon enfance, dans une famille, tout ce qui est plus normal on va dire. Des parents qui étaient pas souvent là, donc j'étais beaucoup chez mes grands-parents, notamment pendant les vacances. Soit ils venaient à Metz, soit j'allais directement chez eux passer les 2 mois de vacances l'été. J'ai pas de frères et sœurs, donc je pense que ça, très vite, ça m'a permis de me rendre compte que si j'avais envie de m'amuser avec d'autres personnes, fallait que je sociabilise assez rapidement. Et je dirais que le sport, l'aventure me définit. Depuis tout petit, j'adore les sports, que ce soit collectif ou individuel. Et puis là, plus récemment, je fais du racathlon en compétition, donc c'est les 4 sports de raquette, combinés un peu comme le triathlon, avec la course à pied, la natation et le vélo, mais là c'est avec le tennis de table, le badminton, le squash et le tennis. D'accord. Et donc quand tu étais petit, tu voulais faire quoi ? Et ben quand j'étais petit, j'avais pas trop d'idées, j'aimais bien faire le clown à l'école, je pense, faire rire mes copains. J'étais un peu l'élément perturbateur, on va dire, mais avec un équilibre où j'avais quand même des bonnes notes pour mes parents, pour que ça passe. Donc les bulletins, ça ressemblait souvent à encouragement, mais Et élément perturbateur, arrêtez de bavarder. j'avais les mêmes. Ça me voilà, sur la même longueur d'onde. Quand tu es petit, est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard ? Franchement, c'est assez flou. J'ai j'ai quelques idées. Si peut-être travailler dans le sport en tant que sportif de haut niveau, avec un petit peu ce rêve naïf d'enfant d'être footballeur professionnel, alors qu'à l'équipe je devais jouer dans la 4e équipe de mon club. Mais ouais, un peu voyager et le sport me faisait déjà rêver quand j'étais petit. Est-ce que tu voyageais avec tes parents ? Euh, oui, globalement très souvent en France ou dans les pays à côté, en Italie ou en Espagne notamment. Et cette envie d'aventure et d'inconnu, je l'ai depuis très longtemps. Et tu as toujours été très sociable ? Alors toujours très jeune à l'école maternelle, peut-être pas. Je me souviens d'un week-end où on m'avait emmené justement découvrir tous les sports avec plein d'autres enfants. Et ce jour-là, j'avais testé aucun sport. Par Pourquoi ? timidité, Ah, par peur peut-être. Il y avait du judo, des arts martiaux. Je n'avais rien testé en fait. Et très vite, ça a changé à partir de l'école primaire, où j'ai commencé à faire plus de sport, du volley notamment, rencontrer des amis. C'est là que j'ai commencé à être plus sociable et adorer le sport. donc c'est un peu le sport qui t'a permis de t'ouvrir aux autres. Clairement, je pense que ça a été un des plus gros leviers pour pouvoir se développer, s'émanciper, quoi. Oui. Donc en fait, le sport depuis tout petit a un rôle important dans ta vie. Clairement, que ce soit pro, perso, ça a joué un gros rôle. Ouais. Et vers quelle étude tu vas t'orienter ? Eh ben, je pense comme mes parents, je vois mes parents être commerciaux, bouger pas mal, donc ça j'aime le côté sédentaire, enfin nomade pardon, pas sédentaire justement. Et puis il y a aussi beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, ce qui m'attire, donc c'est pour ça que je m'oriente vers des études de commerce, en école de commerce sur un master. Donc à ce moment-là, tu te dis, je vais devenir commercial et tu cherches pas plus loin. Oui, voilà, ça paraît presque évident. Mes parents sont là-dedans. Moi, j'adore rencontrer des gens, j'adore bouger, donc ça paraît être le travail fait pour moi, on va dire. Et tu continues le sport en parallèle, Ouais, à haut niveau ? totalement. Alors, au niveau, c'est un grand mot, mais en tout cas, quotidiennement, notamment avec le badminton. À l'époque, en jouant en niveau national. Et puis, ça me suit tout au long de mes études. Et puis maintenant, avec le racathlon que je pratique régulièrement.
Donc, tu fais tes études, tu fais ton master, donc toujours dans le commerce. Mmh. Est-ce que tu vas travailler directement en tant que commercial? Qu'est-ce que tu fais? Alors j'essaye plusieurs environnements, plusieurs emplois, mais globalement toujours avec l'étiquette, la casquette de commercial. Et je vais commencer à travailler tout de suite avec un premier CDI en cabinet de conseil à Paris, un petit peu par défaut, en période de Covid, où je dois valider mon master. Donc je me retrouve un petit peu par défaut là-dedans et je vois que je suis pas à ma place, quoi. Pourquoi? Je dirais le sens au travail, l'aspect aussi par moments assez superficiel. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'épanouir dans ce genre Bien sûr. de travail avec leur spécialisation, leur domaine d'expertise. Mais moi, je voyais pas vraiment l'impact, l'intérêt. J'avais pas l'impression d'apporter de valeur ajoutée ou voilà, ou de tirer vraiment des apprentissages des personnes que je rencontrais, du milieu dans lequel j'évoluais. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de créer un projet avec des piliers, des valeurs qui me correspondaient plus. Parce que au moment où tu commences ta vie professionnelle, tu penses pas forcément à trouver un métier qui ait du sens. C'est vraiment juste, tu suis un peu le cursus classique. Totalement. Ouais. Ouais, je pense que je suis un petit peu les rails qui sont inconsciemment là. Je me le dis pas à moi-même à ce moment-là. Je pense juste que voilà, je valide mon master. C'est la suite logique de travailler sur Paris comme la majorité de mes potes à l'époque. Et puis voilà, je suis le wagon, mais heureux de suivre ce Oui. wagon. Et c'est petit à petit, évidemment, comme beaucoup de gens, le Covid, le premier CDI qui me fait un petit peu me recentrer et faire une introspection de comprendre ce à quoi j'aspire sur le long terme. Et donc, c'est quoi ce fameux projet auquel tu réfléchis pendant le Covid? Celui ça me trottait déjà avant le Covid et je pense que ça m'a forcément débloqué après ce Covid, c'était de faire un tour du monde du sport et du partage. Donc d'allier un peu les trois choses qui m'animent le plus, à savoir voyager, rencontrer des gens, partager et faire du sport. Et au moment où tu montes ce projet, tu étais déjà parti à l'étranger faire des aventures, enfin, où tu avais déjà vécu à l'étranger? Oui, alors très rapidement, à 19 ans, je suis parti un peu par hasard en Allemagne. Je dis ça par hasard parce que je souhaitais pas du tout y aller. Finalement, c'est une de mes meilleures amies qui a fait le dossier pour moi, pour aller avec elle. Et je me suis retrouvé à y aller seul et elle ne pas y aller. En études? En études, ouais. Donc, Ah oui. je me suis retrouvé catapulté en Allemagne, en Bavière, pendant 1 an, à 19 ans. Et après, pendant mes études, pendant mon année de césure, pardon, 6 mois en Asie, à Singapour. Ah oui, donc tu étais déjà parti à l'étranger, tu avais déjà quand même ce goût pour le voyage. Tout à fait. Mais en amont, si tu veux, comme ça faisait longtemps que je voulais faire ce projet, j'ai essayé de valider des petites quêtes secondaires pour me prouver à moi-même que ça le ferait sur une grande aventure. C'est-à-dire, tu faisais quoi? Tu vois, des défis un peu autostop, faire plus de 1000 kilomètres en autostop avec 50 euros. Ça, j'avais fait ça avec un copain jusqu'à Vienne. Et ça, c'était la première fois que tu faisais de l'autostop, par exemple? Ça, non. La première fois, c'est pour rentrer de soirée. Je pouvais pas prendre la voiture. Il y avait plus de bus. Donc, c'était l'une des premières fois. C'était très pratique. Pratico-pratique, mais ouais, de belles rencontres. Fait des super rencontres en autostop. Et t'as pas eu peur? Parce que l'autostop, on a tous des a priori, je pense. Ouais. Toi, ça s'est toujours très bien passé. Presque toujours. Franchement, je vais même dire toujours pour ceux qui nous écoutent parce que on fait des rencontres exceptionnelles. Là, récemment, il y a moins d'1 an, j'étais avec un ami pour faire l'autostop. On était en kayak. Un couple nous prend. On sympathise. Finalement, on devait partir de Tours. On est parti de Blois. Ils nous ont fait visiter leur ville. On a bu un coup. On a dormi chez eux. 3 semaines après, je les invite à mon anniversaire. Ils viennent eux aussi en autostop, déguisés. Non, trop drôle. Alors que je leur avais rien Ah oui. demandé. C'est eux qui sont venus, quoi. Et on se retrouve tous les 4 avec qui on a fait l'autostop. Et on se dit, c'est quoi la prochaine étape? Et là, au final, eux, ils habitaient à La Réunion. Donc, ils nous ont invités à La Réunion.
Oui, donc c'est des très belles rencontres, Voilà. des opportunités improbables. Ouais, et puis voilà, des rencontres de fous. L'autre fois, on était avec la mère de Ahmed Silla à Trop drôle. Nantes, qui nous a pris, nous avait demandé si on avait vu le film Ah oui, l'ascension. L'Ascension, voilà. Je dis bah ouais, carrément et tout. Bah, c'est mon fils. C'était la maman C'est d'Ahmed excellent. Silla, quoi. Oui, donc c'est des belles rencontres. Ouais, carrément. Et donc tu fais un peu ces petites aventures Mm. parce que t'as une idée derrière la tête à ce moment-là. C'est ça, je veux valider un petit peu. Tu vois, il y avait l'autostop. J'ai fait une partie de vélo aussi sur la Vélodyssée avec un ami pour voir si j'aimais bien un peu le mode bikepacking pour voyager. Bah, le kayak avec un ami aussi sur la Loire. Et le voyage solo. Parce que là, toutes les aventures, c'était aussi avec des amis. Oui. Mais j'ai fait un petit voyage solo de 3 semaines, un mois au Vietnam, sans trop d'organisation pour voir. Donc là, t'étais juste parti avec ton sac à dos, voir ce que ça faisait de voyager tout seul. Exactement. Et Ouais. alors? Eh ben écoute, génial, ça m'a fait que confirmer ce que je voulais confirmer, mais que j'adore ça. C'est une aventure pleine de rencontres, plein de ouais, il y a plein de folie qui se passe en fait quand t'es tout seul, que tu te laisses l'opportunité, la liberté de vaguer en fonction de bah voilà, comme je disais, des rencontres ou des personnes lambda dans la rue, des locaux. Ben en fait, tu te donnes droit à vivre des expériences de fou, quoi. Et tu parles plusieurs langues? Alors je parle anglais, Oui. avec mon super accent frenchy. Allemand. J'adore à l'étranger. Bah oui, ça faisait ce qui fait notre Notre charme. je pense qu'on se dit tout ça parce que ça nous rassure Oui, aussi. mais ce qui est Mais vrai, ils aiment, bien sûr. ils préfèrent même ça que. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ils adorent nous le rappeler qu'on a un bel accent. Donc je dirais anglais, allemand. Pour le travail, ça serait compliqué, mais j'arrive en voyageant souvent, s'il y a des gens allemands, autrichiens, à faire la discussion. Et puis bah, plus récemment, je dirais, j'avais fait allemand LV3 en venant de Metz, donc pas d'espagnol, mais j'ai appris sur le terrain en Amérique du Sud, comme je pouvais, avec un peu de Google Trad et de débrouille, quoi. Oui, tu t'es débrouillé. Voilà. Et t'as pas eu peur cette première fois où t'es parti seul? Une peur, c'est un grand mot. J'avais une appréhension, mais l'excitation et comment dire, j'étais hyper excité à l'idée de me retrouver seul. Je savais au fond que ça allait bien se passer, fallait juste franchir le pas. Oui, c'est souvent ça, hein. J'avais quelques craintes évidemment, sur plein d'aspects, logistique, comment ça va se passer au niveau de la langue si je vais au Vietnam, mais pas de peur, plus allez, maintenant faut se lancer et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et donc tu fais ce voyage qui se passe bien, j'imagine. Comment est-ce que tu procèdes après pour monter ton projet? Et quel est ce projet? Bah du coup, pour commencer, le projet il a mûri. Le projet était de voyager un maximum, faire un tour du monde, mais j'avais envie de le faire avec un fil rouge qui est venu s'ajouter après, qui est le sport et le partage. Donc c'est-à-dire de tester un maximum de sports locaux et atypiques et de rencontrer un maximum de personnes locales, donc en dormant chez l'habitant notamment. Il s'est construit, comme je te dis, un flow, faire d'autres aventures pour je dirais, accumuler de la confiance aussi, avec, je pense notamment au GR20 qui m'a beaucoup aidé, qu'un ami m'avait convaincu de faire. Où tu vois, plus on sort de sa zone de confort, comme le Vietnam seul, comme l'autostop, plus on voit qu'en fait, on fait confiance aux autres, il y a une vraie bienveillance, solidarité entre nous, et puis après, l'aspect aussi physique sportif qui passe, que ça soit à vélo ou à pied. Et ben ça, en fait, ça te booste en confiance pour faire un projet plus global et faire en fait ça, mais à temps plein, quoi. Donc voilà, je me prépare comme ça. Je suis pas un mec organisé, en fait. Pour tout te dire, j'ai reçu mon vélo 2 jours avant le départ. Ah oui, donc t'avais même pas testé. J'ai testé le vélo de chez moi. Que je l'avais ramené en voiture d'ailleurs, le vélo. Donc je l'ai testé de chez moi jusqu'au point de départ le jour J, quoi. Ouais. En fait, le truc, c'est que même l'itinéraire, j'avais mis quelques points. Quelques points d'intérêt que je voulais voir à tout prix, des amis ou des sports que je voulais tester. Mais j'ai dû télécharger une application GPS de vélo aussi 3-4 jours avant, mettre les points et c'était un peu au jour le jour. Mais c'est aussi ça que j'aime de pas trop programmer et en fait qui m'a permis de... Ouais, c'était la vraie aventure. Ah ouais, la pure aventure, ouais. Et comment tu te prépares? Donc tu te prépares pas vraiment, mais comment est-ce que tu
tu envisages ce projet? Est-ce que tu le finances? Quelles questions tu te poses à ce moment-là? Disons qu'il y a une préparation. La seule organisation que je m'obligeais, c'est vraiment les choses obligatoires, niveau santé administratif. Oui. Donc j'ai pris une assurance, j'avais fait mes vaccins nécessaires, j'avais tous mes documents présents dans un cloud. Toutes ces choses-là en amont que j'ai quand même anticipé et je partais pas non plus juste la fleur au fusil, comme je le dis. T'es pas inconscient non plus. Voilà, c'est entre, c'est entre désorganisé et inconscient. Je suis désorganisé mais pas inconscient. Et après, essayer de pas mal interagir avec les partenaires locaux, donc la ville de Metz aussi qui m'a soutenu, la région qui m'ont financé une partie d'aide sur ce projet de sport, et aussi avec mon travail qui même si c'était pas ce qui me plaisait, m'a permis aussi de mettre de côté et pouvoir financer personnellement ce voyage. Et la ville, pourquoi est-ce qu'ils t'ont aidé? Quel intérêt ils avaient à t'aider? L'objectif, c'était de mettre en lumière la ville tout au long de mon trajet. Donc à chaque fois, j'ai pu partir du stade Saint-Symphorien, stade mythique de Metz, malheureusement maintenant en Ligue 2. Le but, c'était de mettre un peu en avant l'aspect aventure et la ville de Metz. Donc dès que j'avais des points importants de mon trajet, ou des choses, je pense à l'Ascension, où ils m'ont donné en fait pas mal de logos de la ville, des t-shirts, etc. J'essayais de faire toujours une photo, un petit texte et de relayer avec la ville pour partager la ville de Metz un peu au bout du monde et faire partager ça aux habitants. Et quand tu pars, est-ce que tu es bien soutenu, bien entouré? Parce que tu pars seul, mais c'est quand même important de savoir que tu n'es pas vraiment seul dans cette aventure. Ouais, franchement, j'ai un entourage qui était au top. Ma famille, mes amis qui me soutenaient, qui savaient que c'était un projet qui me tenait à cœur et que ça allait le faire, quoi. Donc c'était cool de se sentir soutenu. C'est ça. Ma copine aussi à l'époque. Enfin, tout le monde m'a vraiment aidé, fait le max avant ce départ. Donc, ce qui fait que je partais plus avec d'excitation que de crainte. Et du coup, quand tu pars, tu quittes ton CDI. Ouais. Ça aussi, c'est bien pris autour de toi? Moins, mais comme j'ai pu faire ces quêtes secondaires tout au long des 3 années où j'étais en CDI, bah en fait mon entourage, ils ont bien vu que j'avais soif de partir et de faire une aventure à plus long terme. Donc forcément, on peut pas échapper aux avis de notre grand-mère ou d'un oncle éloigné qui va dire mais maintenant qu'est-ce que tu vas faire? T'avais le CDI. Pourquoi? Ça on peut pas l'enlever, Non, tout le monde pense un peu comme ça parce que c'est ce que les gens connaissent aussi. Et à la limite, je le comprends. Oui. Parce que même moi, je me la suis posée cette question. Mais c'était plus fort que moi, puis j'avais anticipé pour ça, j'avais mis de côté exprès pour vivre ce projet, je savais que c'était le moment. Et tu es parti combien de temps? Je suis parti presque 9 mois. Tout seul? Tout seul. Alors il y a certaines personnes qui m'ont rejoint sur des bouts de l'aventure, notamment mon ami d'aventure Mathieu, qui est venu me voir au Portugal en vélo et aussi au Pérou. Mais sinon, globalement, ouais, tout le reste, 85% du temps, seul. T'étais seul. Et est-ce que tu peux du coup partager un peu cette aventure? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel pays t'as traversé? Ouais, je vais essayer d'être le plus concis, mais globalement, c'était un voyage hybride. Donc, je suis parti de Metz à vélo jusqu'à Gibraltar, en passant par les côtes espagnoles, les côtes du Portugal, en testant plein de sports. J'ai pu faire de la pelote basque au Pays Basque, jouer au football avec l'équipe nationale de Gibraltar. Sympa. Quelques jours après leur grosse déroute, ils avaient pris, je crois, 14-0 face à l'équipe de France. Ouais, ça fait mal. Donc, je suis arrivé en petit Frenchie 3 jours après au stade à Gibraltar, savoir si je pouvais planter ma tente. Ils m'ont dit non, mais par contre, viens jouer avec nous à l'entraînement si tu veux. Victor. Sympa. Donc, très cool, hein, franchement, très sympa. Et après cette partie à vélo de 3500 km, je l'ai laissé parce que 2-3 mois de vélo, c'était très bien pour moi. Et physiquement, déjà, t'as bien, enfin, les 2-3 mois de vélo se sont bien passés? Mal aux fesses au début, hein, évidemment. Ah oui. Surtout que pas habitué du tout. Enfin, je suis pas du tout. Max, ce que j'avais fait, c'était la petite quête secondaire de 4-5 jours avec un copain, avec des vélos qu'on avait loués, quoi. Oui, donc c'est pas du tout pareil. Donc là, ouais, c'était différent. J'étais chargé comme une mule sur le vélo. J'en avais beaucoup trop pris, hein, bien sûr. Donc je me suis un petit peu allégé aussi au fil de
de mon voyage. Et en fait, le corps humain, il s'adapte vachement bien, quoi. J'avais hyper mal aux fesses, après hyper mal aux jambes. Mais Et t'as pas eu de problème particulier? Ça, globalement, physiquement, ça a été. Puis quand je sentais que je poussais un peu trop, je m'accordais aussi du repos ou des plus petites journées, quoi. Oui. Pour préserver la monture. Est-ce que tu pédalais quasiment tous les jours? Presque. La moyenne, c'était entre 50 et 100, avec un jour de repos par semaine minimum. Il y a des fois, je m'arrêtais 2-3 jours s'il y avait des endroits qui me plaisaient ou des sports que j'avais testés. Et puis d'autres, ça pouvait être plus si c'était plat, par exemple. Et donc après, tu laisses ton vélo à Gibraltar. Exactement. Et qu'est-ce que tu fais? Et là, je me dis, justement, pendant ce voyage au Vietnam solo, j'avais rencontré un mec qui m'avait parlé du bateau stop. Je l'ai regardé avec des grands yeux. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça? Puis il m'avait dit, c'est comme l'autostop, mais en bateau. Je me suis dit, ah ouais, mais t'as déjà navigué et tout. Donc lui, il me dit un petit peu, mais globalement, il m'explique le concept. On va sur un port, on demande au capitaine, à l'équipage s'ils ont besoin d'aide, et en échange de notre aide et de payer une caisse de bord, donc il y a un peu le partage des frais alimentaires notamment, faire la traversée avec, quoi. Donc c'est ce que t'as fait. Exactement, faire une traversée de l'Atlantique en bateau stop. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé parce que je suis vivant pour t'en parler. Non, c'était une aventure de malade avec 4 équipages différents, dont le premier qui était vraiment le baptême du feu avec 3 super mecs d'une école d'ingé de Grenoble qui avait un projet qui s'appelait Core Odyssée. Ça me parle, ce projet. L'objectif, c'était un peu de faire un documentaire sur la préservation des coraux pendant leur traversée avec la sensibilisation auprès des écoles notamment. C'est un beau projet. Sur place, voilà. Mais avant de bien réaliser ce projet, il faut faire la traversée, et il faut naviguer. Et en fait, les mecs, je me rends compte que ils ont un peu plus navigué que moi, mais à peine plus, quoi. Ils ont fait un stage au Glénan. Le capitaine a dû faire un week-end de plus que les autres. Et ils sont partis ça. Donc là, t'es pas serein. Ah, mais je sais pas ce qu'il y a en dessous de pas serein, mais là, je suis... En panique. Je suis en panique parce que je me rends compte petit à petit, quoi. Au début, je suis dans le bateau, mais on part pas tout de suite. On répare l'électricité du bateau. Autant dire que je suis aussi manuel que tu maîtrisais le bateau. Que je maîtrisais le bateau, donc c'est-à-dire proche de zéro. Donc on en vient à commencer à refaire à fixer une éolienne pour avoir plus d'électricité et gérer plus notre énergie pendant la navigation. Donc ça dure une semaine parce qu'en fait ils ont commandé l'éolienne, mais en fait ils n'avaient pas le support vu que c'était un service après-vente espagnol, que personne parle espagnol. Donc on se retrouve à aller presque au Leroy Merlin d'Espagne, je sais plus comment ça s'appelle, à acheter un tube en PVC pour le fixer, mais on se dit qu'on va pas fixer ça parce que ça va pas tenir. Donc on est resté 10 jours comme ça à faire des petits travaux. Et vraiment le jour où on part, je me dis mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et tu t'intègres bien au groupe? Ah, le groupe, mais super. Parce que ça, c'est aussi... tu pars avec des gens que tu connais pas, sur un bateau. Ça fait beaucoup, quand même. Je pense que le plus important là-dessus, c'est l'humain, parce que tu restes cloîtré dans un si petit périmètre, je crois qu'il faisait 11 ou 12 mètres le bateau, pendant plusieurs jours. Ça pourrait même mal se passer avec des amis de longue date. Bien sûr. Donc là, t'es avec 3 inconnus qui m'appellent un peu l'ancien parce que j'ai 6 ans de plus, ils ont 21 ans, eux. Qui me disent c'est bien, tu vas apporter un peu d'expérience au bateau alors que j'ai jamais navigué. Ouais, tu te dis quand même c'est un peu fou sur le papier. Ah ouais, sur le papier, oui. Et non, mais trop cool, on a même écrit un rap ensemble, alors que j'ai pas des talents de lyriciste, mais on s'est bien amusé, chacun a partagé un peu ses domaines, on avait du temps quand même pour échanger. J'ai quand même pas mal appris, même si pendant 3 jours j'étais allongé à cause du mal de mer. Oui, en plus t'avais le mal de mer. Ah ouais, je l'ai bien eu. Donc voilà, mais une expérience vraiment, vraiment cool et qui a continué parce qu'on a fait un stop aux Canaries et je suis reparti avec eux jusqu'au Cap-Vert. Ah oui. Donc c'est avec eux que je suis resté le plus longtemps sur le bateau. Ça fait combien de temps en tout? Au total, j'ai passé environ 2 mois, 2 mois et demi. Sur le bateau avec eux? Non, alors de Gibraltar jusqu'aux Caraïbes. Mais sur le bateau pur, c'était donc une première traversée de 7 jours.
et une autre de 8 jours jusqu'au Cap-Vert. Et après, il y en avait encore une autre jusqu'aux Caraïbes, mais qui s'est faite avec quelqu'un d'autre. Et donc là, quand t'as changé, comment t'as fait? T'es de nouveau sur un port à demander un équipage? C'est ça, bah là, on est arrivés tous ensemble à Mindelo, donc au Cap-Vert. Je découvre aussi, en fait, j'apprends que les Canaries, il y a plusieurs îles. J'apprends que le Cap-Vert, c'est au large du Sénégal. Enfin, Oui. il y a plein de choses, en fait. Découvre le monde, Ouais, on c'est découvre normal. plein de choses, voilà. Donc on arrive là-bas, on fête Nouvel An sur place, donc super, carnaval, etc. D'ailleurs, on a fêté Noël ensemble, premier Noël. Loin de tes proches? Ouais, ça faisait bizarre, mais au final, ça s'est super bien passé avec eux. On l'a fêté un jour avant parce qu'on avait plus de, à cause de la gestion d'énergie, le frigo ne marchait plus. La dinde commençait à prendre un coup de chaud, donc on l'a mangé un jour avant. Bon. Et voilà, On s'adapte. ça faisait le même effet. Voilà. On a fait des gâteaux. Mathieu avait fait des gâteaux de Noël, on avait fait comme une dinde, et on s'était fait des petits cadeaux C'est bien, pour ça fêter crée ça. du lien. Ouais, non, c'était cool. Et donc après, ouais, je suis arrivé à Mindelo, par contre, plus compliqué parce que peu de bateaux, moins de bateaux, et puis ça commençait à faire tard déjà pour partir après en transatlantique. Donc là, je suis resté peut-être une quinzaine de jours en alternant entre essayer d'aller voir les capitaines de bateaux, trouver un bateau et aussi visiter un petit peu le Cap-Vert. Et au final, j'ai pu trouver un bateau de compétition, des Belges qui avaient un bateau de régate qui avait fait la route du Rhum et qui cherchait quelqu'un pour faire un convoyage et l'amener à son propriétaire à Antigua. Et donc c'était toi. Et du coup, en fait, le mec, j'essaie de prendre le numéro de chacun à la marina parce que il y avait aussi beaucoup de bateaux stoppeurs. Donc c'était trop cool parce qu'on avait une communauté, on pouvait échanger, faire des activités ensemble, mais une sorte aussi, quand même, faut le dire, de compétition. Je sais qu'il y en a qui allaient à la nage, enfin moi aussi d'ailleurs, pour aller au mouillage voir des bateaux qui n'étaient pas arrivés au port, pour un peu parler, etc. Oui, donc c'était difficile quand même à trouver. Ouais, clairement, il y avait une vraie compétition, même si on s'entraidait beaucoup, parce que il y a certains bateaux stoppeurs qui cherchaient à aller au Brésil, d'autres en Martinique. Il y avait des équipages qui voulaient plus de bateaux stoppeurs, d'autres qu'un. Donc moi, je sais qu'il y avait un bateau pour la Martinique qui m'avait accepté. Je l'ai donné à une autre bateau stoppeuse qui, elle, voulait absolument aller là-bas. Et moi, c'était pas la... Mais je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui faisaient du bateau stop. Bah, moi non plus. C'est quand même pas commun. Non, mais écoute, moi non plus, j'étais étonné. La vraie plaque tournante du bateau stop, c'est les Canaries. Oui. Où il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de monde sur les ports. Et là, Mindelo, je pense qu'on était une petite dizaine. Ouais, c'est quand même beaucoup. Une petite dizaine. Donc, sachant que il y a des jours, il y a que 2-3 bateaux qui arrivent et que les gens qui sont là, ils ont déjà fait tout le tour du port avant. Donc voilà, ça... Oui, mais t'as fini par trouver sans trop de difficultés au final. Non, voilà, quelqu'un qui était parti en fait avec un skipper pro. Et le skipper pro a été malade au bout d'un jour et il est revenu sur ses pas. Et là, il m'a réécrit sur WhatsApp. À la base, on avait pris les numéros pour se retrouver de l'autre côté. Et il m'a dit, Jules, si t'es encore dispo, tout mon équipage a été malade. Moi, je recherche à refaire un équipage. T'es le bienvenu, quoi. Et là, c'était quoi ton rôle sur le bateau? Globalement, un rôle de mousse. Hein, donc, j'écoutais ce qu'il me disait et je faisais les manœuvres qu'on me donnait. La cuisine, évidemment. Après, tout rôle que doit avoir quelqu'un à bord, hein, c'est-à-dire le ménage, la cuisine, le rangement et les manœuvres et les veilles aussi, la nuit, les quarts de nuit. Donc, c'est-à-dire se relayer pour avoir toujours quelqu'un qui surveille le bateau, le vent, les voiles. Et t'apprends tout ça sur le bateau. Tu connaissais rien à la base. Ah bah absolument rien. J'avais fait du pédalo sur la Moselle. Oui. Et t'étais serein? Ah bah non. La plus grande traversée, ça devait être le Corsica Ferries de Toulon à Ajaccio, quoi. Oui. Donc non, pas serein. Et qu'on soit honnête, sur la première traversée avec les mecs, ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est qu'ils m'ont dit, écoute Jules, que tu sois là ou non, nous on est très heureux de t'accueillir, mais à 3, on a déjà géré de Marseille jusqu'à Gibraltar. Oui. Donc ça sera que du plus. Et j'ai aidé comme je pouvais, mais j'ai pas été d'une grande aide sur la première partie avec les mecs. Fallait apprendre. Puis j'étais couché, quoi. Non, mais j'avais vraiment un mal de mer de fou. Et j'ai appris quand même un petit peu. Et après, avec l'équipe belge, là, j'ai pu avoir un peu plus de temps. J'étais un peu plus à l'aise pour vraiment aider.
et comprendre tout ce qu'il m'expliquait. Après, quelle est donc la suite de ton voyage? Tu arrives où et tu fais quoi? Et ben, de fil en aiguille, je fais pas mal d'îles dans les Caraïbes. J'arrive à Antigua et Barbuda. Je connaissais pas, une île entre la Guadeloupe et la Martinique. Je remonte avec un autre équipage que les Belges connaissaient sur un bateau similaire qui va à Saint-Barth. Donc je pensais pas dire ça un jour, mais je suis allé me recueillir sur la tombe de Johnny à Saint-Barth. Et ça t'a plu? Bah écoute, impressionnant, hein. Impressionnant. Elle est fleurie de guitare elle est assez impressionnante. Et puis j'ai fait un petit tour en fait avec des amis une amie de l'équipage qui m'avait accueilli, qui était un peu la Stéphane Plaza de Saint-Barth. Donc j'ai fait une journée là-bas, hyper intéressante à Saint-Barth. Et après, je suis allé en Colombie, en Amérique du Sud, pour continuer à pied, en bus et en autostop. Donc là, c'est la première fois que tu es en Amérique du Sud? Si, claro. C'était la toute première fois que j'entendais parler espagnol aussi, parce que j'avais fait l'Espagne en vélo, mais Oui. j'avais pas vraiment travaillé mon espagnol, donc première fois que j'étais obligé vraiment de parler espagnol, quoi. Et alors, comment ça se passe? Timidement au début, forcément, même pour dormir chez l'habitant. Parce qu'à chaque fois, tu dors chez l'habitant? Alors en France, au Portugal, ça a été quasi systématique. En Espagne, c'était plus compliqué. C'était un mélange de camping sauvage, dormir chez l'habitant, et aussi des fois des auberges ou même des hôtels quand je sais qu'il y avait des périodes où pendant 3 semaines il avait plu en Galice. Je m'étais pris 3-4 jours à Saint-Jacques-de-Compostelle pour me poser dans un hôtel. Et là, en Amérique du Sud, ça a été un peu moins parce que la barrière de la langue au début, aussi des endroits que je connaissais moins et que j'étais moins à l'aise. Donc j'ai dormi chez l'habitant, mais moins, c'était plus soit du camping sauvage, soit auberge de jeunesse dans les grandes villes notamment. Et comment tu faisais pour aborder justement les locaux? J'allais vers eux et avant tout déjà poser des questions, tout simplement. Je pense à des souffleurs, à des sortes de souffleurs de verre. Enfin, je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Voilà, c'était poser des questions, demander ce qu'ils faisaient, comprendre. Et en fait, de fil en aiguille, quand on s'intéresse, ils proposent d'aller voir l'atelier. Puis après, moi, je leur propose de leur payer un verre, de boire un coup. Et puis comme ça, au final, j'explique le projet que j'ai fait à vélo. Et puis très souvent, je plante ma tente chez eux. Oui, même ils m'invitent à dormir, quoi. Oui, donc tu dirais que tu as été très bien accueilli très souvent, en fait. Ah Parce oui. que souvent, on a peur de l'autre, Mm. de la différence. Et toi, du coup, tu n'avais pas le choix de parler et de créer du lien. Ouais, clairement, souvent, même pour parler avec mes grands-parents ou d'autres personnes, on dit, ouais, je suis pas sûr que tu vas réussir à te faire accueillir. Qu'est-ce que tu donnes en échange? C'est ça. En fait, évidemment, c'est des choses qui sont intéressantes, parce que moi, des fois, je me sentais tellement redevable et on donnait tellement très rapidement qu'on sait pas quoi faire, en fait, pour... Ah oui? Tu faisais comment, du coup, pour rendre J'essayais pareil? d'aider un maximum les personnes. Je sais que j'étais accueilli par quelqu'un qui avait une ferme notamment, donc je l'ai aidé. Euh, je me souviens à récolter des pommes notamment dans son verger. Donc j'ai passé une journée off que j'ai fait avec lui parce que j'avais vraiment envie de l'aider. J'ai été accueilli par une vieille dame. Je lui ai tout simplement réparé sa télé. Mais il y a des centaines de fois où j'ai rien pu donner en échange. J'ai voulu payer à manger ou payer des coups à boire des fois au bar et les gens en fait ils refusaient parce que j'étais leur invité. Ils voulaient me montrer leur culture, que ce soit en Espagne ou au Portugal, et tout ce que je peux leur offrir, c'est juste d'avoir des discussions intéressantes avec eux, garder contact et puis espérer pouvoir les revoir aussi, les inviter chez moi, et il y en a quelques-uns avec qui j'ai contact et j'espère voir prochainement. Et à chaque fois, les gens étaient très ouverts, ils t'accueillaient, ils te donnaient à manger, ils te logeaient aussi facilement. Non, non, comment dire? Tout part d'abord d'une discussion. Des fois, je demandais très franchement. Mm. La seule chose que je demandais, c'était pouvoir dormir, planter ma tente. Mm. Moi, le reste, j'étais autonome, j'avais de quoi me faire à manger en autonomie. Et je demande pas, j'aime pas demander. Oui. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de pouvoir passer un moment avec quelqu'un et d'être safe pour mon vélo ou pour ma tente. Donc, c'était ça le but. Et en fait, j'ai rencontré des gens
certainement millionnaires qui avaient plusieurs vignobles en Espagne, des gens très modestes qui m'ont fait dormir presque dans le lit de leurs enfants, j'ai refusé, hein, mais qui m'auraient tout donné, des journalistes, des écrivains, enfin tout type de gens que j'aurais pas forcément rencontrés, c'est ça qui m'animait. Et en fait, en discutant avec eux, c'est eux qui proposent et que presque qui m'obligent en fait. Oui. J'avais pas le couteau sous la gorge, mais je me souviens d'une famille au Portugal qui, moi, j'ai refusé 2 fois. À la fin, il y a la mamie qui venait en disant, qui me parlait espagnol, qui me criait dessus, quoi. Maintenant, tu viens goûter ce que j'ai fait. Ah, surtout les mamies. Hein. Surtout les mamies. Moi, j'ai pas refusé, quoi. Puis on passe un super moment, même si des fois, bah là, la mamie, elle parlait pas, mais juste avec les sourires, les expressions, le langage corporel, ben, on passe un super moment mémorable, quoi. Oui, c'est ce qu'il faut retenir. En fait, les gens étaient quand même très accueillants, peu importe où tu étais. Ah ouais, franchement, Ils avaient pas peur de toi et au contraire, ils cherchaient à comprendre ce que tu faisais. Franchement, ouais, dans la majorité des cas, il y a jamais quelqu'un qui a eu peur. Il y a eu des gens curieux. Il y a des gens de tout âge qui m'ont demandé peut-être ça m'est arrivé, de papier d'identité. Ah bah, moi, je suis OK pour t'accueillir, mais par contre, voilà, dis-moi ton prénom, que ça corresponde bien. Et je comprends, parce qu'il faut rassurer les gens. Et que moi, peut-être qu'un jour où, globalement, j'essaie toujours de renvoyer l'ascenseur, faisant de l'autostop, dès que je vois quelqu'un, je m'arrête, etc. Mais il y a des moments où si t'as quelqu'un qui est malade dans ta famille, ou même la personne la plus ouverte, en fait, c'est juste une question de timing. C'est sûr. Ne te prends pas en autostop. Donc, je comprenais toutes les personnes qui ne voulaient pas, et j'ai jamais eu de mauvaise expérience. À la limite, on me demandait juste pourquoi. Et j'expliquais que je voulais juste rencontrer des gens et découvrir la culture locale. Et t'as fait quel autre pays en Amérique du Sud? La Colombie, où je suis resté presque 2 mois. Donc là, vraiment, le but, c'était de visiter le plus doucement possible, en prenant le temps. Le Pérou, où il y a ce fameux ami Mathieu, un peu casse-cou qui m'a rejoint. L'Argentine, l'Uruguay et un peu le Brésil. Et donc, tu t'es arrêté au Brésil pour ton tour du monde. C'est ça, exactement. Je suis rentré de Buenos Aires. Ouais. Et donc, en Amérique du Sud, tu continuais aussi à tester des sports et... Parce que tu parles beaucoup des rencontres, mais tu continuais ton projet de base. Tout à fait. Bah, c'est le fil rouge. C'était le fil rouge du voyage. J'en ai testé plus d'une trentaine. Et puis, en Amérique du Sud, j'ai testé le terreau. C'est une sorte de pétanque, mais à la colombienne. Oui, elle est explosive. J'ai testé aussi. Donc, t'as des espèces de méchasses. Et les méchasses, c'est un peu le cochonnet, si on peut comparer ça. Et en fait, quand tu tires au centre, ça explose dans tous les sens sur un carré en argile. J'ai fait à Medellín, ma piscine olympique, du hockey subaquatique. Alors ça, si tu m'avais dit que ça existait. Bah oui, tu peux du coup l'expliquer un peu. Ouais, en fait, j'avais fait 2 sports dans cette piscine. Ils m'avaient entraîné à faire du plongeon. Plongeon olympique, quoi, de 3, 5 et 10 mètres. Sympa. Ouais, j'ai réussi à plonger de 5 mètres en avant, mais pas de 10 mètres. J'ai laissé les professionnels faire ça. Mais du coup, à la sortie de cette expérience, j'ai vu des mecs avec des casques de water polo, tu sais, qui protègent les oreilles. Mais je voyais bien que ça ressemblait pas du water polo, donc je me suis approché. Et en fait, les gens ont des palmes, ils sont en apnée, ils ont des mini crosses, pas comme des grandes crosses de hockey, mais vraiment, ça ressemble presque à pas des frisbees, des boomerangs. Oui. Je vois. Et ils jouent avec un palais, comme un palais de hockey, mais au fond de la piscine à 3 mètres et en apnée, quoi. Et t'as testé du coup? J'ai testé. Et c'est physique en fait, c'est ridicule. Super dur. C'est ridicule vu du dessus. Tu vois 2 équipes de 5 palmées, plongées comme des canards au fond, mais de dedans, ça se donne des coups. Faut être bon en apnée et c'est hyper stratégique, donc trop cool d'avoir testé ça. Ah oui, c'est pour le coup improbable. Ah ouais, là mais tu vois ça, j'avais pas anticipé quoi. J'étais venu au plongeon parce que j'avais vu les grands tremplins de loin, donc j'étais rentré, j'avais demandé. Et final, après le plongeon, je vois ça et je vais demander et voilà quoi. Donc comme quoi, quand tu oses et que tu t'intéresses à ce que les gens font, les gens sont réceptifs. Bah ouais, puis ça découle puis de cette personne-là du hockey subaquatique, il m'a proposé aussi d'aller tester de la boxe dans un autre club et donc tout est lié quoi. Oui. Alors qu'à la base, si j'avais pas demandé en voyant le tremplin à la piscine si je pouvais rencontrer quelqu'un, il y aurait pas eu ces 3 sports testés quoi.
Et est-ce que tu documentes tout ce que tu vois à ce moment-là? Alors j'essaye d'écrire, garder un peu un journal de bord, parce qu'il y a des fois, il se passe tellement de choses dans la journée. Ah, c'est ça. Je me suis dit, mais je vais jamais me rappeler de tout ça, donc j'essaye d'écrire. Et puis je documente un peu aussi en story sur Instagram, euh, un peu toujours a posteriori. C'est-à-dire que je vais filmer les moments que je trouve cool ou les moments que j'apprécie, notamment du sport. Et c'est après, quand j'ai plus le temps, dans les moments creux, euh, de bus, où je suis un peu plus au calme, où j'aime bien partager avec les autres. Mais j'essaye pas de partager dans l'instant, j'essaye de vivre l'instant, Oui, capturer ça et après, par la suite, documenter. de raconter. Ouais. Et quand tu reviens après ce tour du monde incroyable, tu décides de faire quoi? Il y a plein de projets. Déjà, pendant 3 mois sur le vélo, j'ai eu le temps de réfléchir seul. Puis après, dans le bateau, un peu isolé. Ça, c'était cool d'ailleurs de couper un petit peu des réseaux sociaux et puis du téléphone. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de m'orienter dans le domaine du sport. Donc, l'objectif, c'était de passer mes diplômes d'initiateur fédéral dans les 3 sports de raquettes que j'apprécie. Donc, le tennis, le badminton et le squash, que je suis en train de passer là en ce moment. Et puis, le gros projet, c'est d'écrire un livre avec ma grand-mère sur l'aventure qu'on a faite tous les deux il y a quelques années. Et c'est quoi cette aventure? Et ben c'est de l'avoir emmené, d'être partis tous les deux faire 500 kilomètres en autostop avec ma grand-mère de 89 ans. Et comment tu te retrouves à faire de l'autostop avec ta grand-mère de 89 ans? En fait, dans toutes les petites quêtes secondaires que je faisais pendant mes CDI, il y a eu beaucoup d'autostop. Il y a eu Vienne, je suis parti aussi à Varsovie, pareil en autostop. Et à chaque fois que je racontais mes histoires à ma grand-mère, elle disait la même chose. Elle fait: Jules, mais un jour, c'est coupe-gorge. Tu vas te faire prendre en autostop par des bandits. Bah, tous Et les clichés, c'est normal. c'est normal. C'est la mamie qui s'inquiète Oui. et qui est restée. Enfin, je sais pas qui, en tout cas, qui a une mauvaise image de l'autostop. Et je la contredis pas, mais je lui dis: mais est-ce que au moins t'as déjà essayé, mamie? Et là, elle me dit non. Donc à partir de là, elle était piégée parce que toute mon enfance, elle m'a dit: on ne juge pas tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on ne connaît pas. Donc là, échec et mat, je lui ai mis face à, je lui ai mis face à sa problématique et elle n'a pas accepté du tout tout de suite. Mais après l'avoir, comment dire, relancé et insisté pendant plusieurs semaines, moi, elle a finalement décidé d'accepter de me suivre sur un week-end d'autostop, quoi. Et toi, tu étais serein de l'emmener? Honnêtement, ouais. Comme quand tu parlais de peur, j'étais trop excité de... De lui faire vivre ce que tu Ouais. vivais, en fait. Parce que je sais qu'elle allait vibrer quand même. J'avais des craintes, surtout sur l'aspect santé. C'est plus ça. Donc, je gérais son sac, elle portait rien. J'avais toujours de l'eau, de quoi manger. Enfin, j'étais aux petits soins pour être sûr que tout se passe bien. Et non, je me suis dit, je revenais pas qu'elle ait accepté, en fait. Bah, c'est beau. À Ouais. 90 ans, de se dire, je pars avec mon petit-fils en autostop. Ah C'est ouais, assez improbable. surtout, en fait, ma mamie, qui est une mamie géniale, mais pas du tout aventurière pour un sou, euh, qui aime bien son confort. Et là, d'accepter, pour moi, ça valait tout l'or du monde. Juste déjà qu'elle accepte. Bah, c'était aussi un moyen de comprendre ce que tu vivais et de vivre une aventure avec toi. Exactement. Puis je pense qu'au fond d'elle, je sais pas la raison, mais c'est juste, je pense qu'elle voulait me faire plaisir. Ou Ouais. passer du temps avec moi. C'est ça. Enfin, je pense qu'on voulait tous les deux, du coup, ça s'est fait. Profiter l'un de l'autre. Ouais. Et alors, comment s'est passée cette aventure? Au début, c'était un vrai cartoon. Elle traînait les pieds, elle avait honte de lever le pouce. Ah oui. Elle râlait beaucoup. En quoi tu m'emmènes? Imagine si des gens me reconnaissent. Que je fais de l'autostop sur le bord de la route. T'imagines? Est-ce que vous êtes parti de chez elle? De son portail, de chez elle. Donc elle habite en Loire-Atlantique à Saint-Brévin. Et j'essaie de l'intégrer dans le projet au maximum. C'est elle qui a choisi la destination. Je lui ai demandé le timing qu'elle voulait. Le soir, on n'avait rien réservé parce qu'on savait pas où on allait, mais Oui. je lui avais promis qu'on se ferait un bon resto ou qu'il y aurait des côtés plaisir, pas que ça soit juste un fardeau de partir. Et donc ça, je pense, ça l'a aussi un peu motivé. Et dès la première voiture, je pense que même la deuxième voiture qu'on arrête nous prend. Et là, je l'ai sentie déjà à l'aise comme un poisson dans l'eau, quoi. Ouais, elle s'est rapidement prise au jeu. Ah ouais, elle était
pas du tout timide, elle parlait plus que moi. Faut le faire pour être plus bavard que moi. Donc elle parlait au pilote et puis elle racontait toute l'histoire. Elle était fière de dire que c'était la première fois qu'elle faisait de l'autostop, quoi. Ouais, comme quoi, on peut faire des premières fois encore jusqu'à 90 ans. Voilà, ça faut le dire, ça C'est beau. Ah ouais, bah clairement, c'est un bel exemple comme quoi il y a pas d'âge pour essayer quelque chose qu'on connaît pas ou qui nous tient à cœur, quoi. Et donc aujourd'hui, vous êtes en train d'écrire un livre. Oui. Est-ce que enfin, c'est sur cette aventure, c'est sur quoi? Bah forcément, ça parlera de cette aventure et d'autres qu'on a vécues ensemble, mais pas en mode journal de bord, vraiment des moments marquants et une discussion entre nous un peu plus, je dirais, transgénérationnelle, avec aussi en fond d'autres sujets sur la famille, sur le perso, et puis aussi sur mon grand-père, évidemment, avec qui j'étais très proche. Et est-ce que tu te vois faire d'autres aventures avec ta grand-mère? Bah clairement. Là, pas plus tard il y a quelques jours, je voulais l'emmener faire de la montgolfière. Parce qu'à Metz, on est la fête de la Mirabelle, et à chaque fête de la Mirabelle, on a une trentaine de montgolfières qui volent. Et j'avais 2 places pour y aller. Et je lui ai fait la surprise, parce que je voulais pas la faire trop stresser en amont. Et elle est venue avec moi, et sur le fait accompli, au début, elle traînait un peu des pieds, puis elle s'est dit, mais allez, t'as raison, même si j'ai un peu peur de l'altitude, si t'es avec moi, ça sera une bonne expérience. Et malheureusement, ou heureusement, au dernier moment, on a refusé à ma grand-mère de monter parce qu'elle avait une prothèse de hanche et qu'à l'atterrissage, ça risque d'être un peu violent. Voilà. Et pour l'avoir fait quand même avec mon père finalement, j'étais content de pas l'avoir emmené dans cette aventure parce que je m'en serais voulu qu'il lui serait peut-être pas arrivé quelque chose, mais c'était assez violent pour une mamie de 91 ans à l'atterrissage sur 100 mètres à racler le champ et être à la tête presque. Ça fait beaucoup. Ouais. Je suis content qu'on l'ait pas fait, mais il y a d'autres projets avec la mamie. Et donc elle, à 91 ans, elle est toujours partante pour vivre des aventures avec toi. Bah à chaque fois ça m'étonne. Hein. La montgolfière, je me suis dit c'est qui tout double, peut-être qu'elle va dire non. Et si on lui refusait pas l'entrée, je pense qu'elle montait avec moi, quoi. Oui, donc en fait ça lui fait aussi du bien de partager ça avec toi, quoi. Ouais. C'est beau. Et est-ce que c'est parce que tu étais beaucoup chez elle, enfin chez tes grands-parents quand tu étais petit, que tu as ce lien particulier? Ouais, forcément. Le lien le plus fort que j'avais, c'était même avec mon grand-père, qui est plus là. Et forcément, avec ma grand-mère, il a toujours été fort. Et aussi avec mes autres grands-parents, qui habitent pas loin de Lyon. Donc oui, le fait d'avoir passé autant de temps, que ça soit chez eux ou eux chez moi pour venir pendant les vacances, et aussi d'avoir pas mal bougé avec eux, faire des aventures ou des week-ends, comme je te disais, t'as envie aussi de renvoyer l'ascenseur pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, de faire des choses avec eux, passer du temps avec. Aujourd'hui, donc tu es rentré de tous ces voyages. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu aimerais faire? Eh ben, pour le moment, je fais surtout des retours d'expérience sur ce voyage. Je le digère aussi déjà. Comment tu l'as vécu d'ailleurs, ce retour? Assez bien, parce que j'ai très vite retrouvé ma famille, mes amis, des activités et des projets que j'avais en amont avant de rentrer. Donc, c'est-à-dire de retourner et de partager avec les écoles que j'avais qui m'avaient suivi toute l'année. J'ai eu la chance de retourner voir les élèves, voir des étudiants aussi pendant des conférences et partager tout ça. Donc ça, c'était cool. C'était la partie échange, un peu retour d'expérience qui était géniale. Puis il y a aussi la partie, comme je t'ai dit, formation, où je me forme pour devenir coach au tennis, au badminton et au squash. Et aussi de l'engagement avec ma ville, avec le sport, où j'aimerais bien pouvoir jouer un rôle au niveau de la vie associative et sportive dans la ville, et que je commence déjà depuis que je suis rentré à mettre en place. Et donc tu continues à lier ces passions et tu te vois toujours vivre des aventures. D'aventures, exactement, et dans le milieu du sport aussi, où j'aimerais bien travailler dans l'événementiel sur des gros événements. Là, les JO sont passés, mais des événements comme le Tour de France, Roland-Garros, de façon temporaire, ça serait génial. On va pouvoir discuter ce que je l'ai fait. Ah génial. Du coup, trop je cool. te donnerai 2-3 tips. Sur la caravane Sur la caravane, oui. Trop cool. Et Roland-Garros aussi. Ah voilà, écoute, voilà. Comme quoi, fait pour se rencontrer. Rien n'arrive par hasard. Voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui
qui rêve de faire ce que tu as fait, mais qui a peur de tout quitter, qui a peur de pas retrouver cette stabilité, du jugement des autres. Qu'est-ce que tu dirais? Moi, je pense que il faut savoir s'écouter parce que si, pendant trop longtemps, on met de côté cette petite chose qui nous anime, en fait, ça ne fait que grossir, s'amplifier, et il faut y aller même si on n'est pas prêt. Tu parlais d'organisation, mais en fait, il n'y a pas besoin d'être organisé. C'est toujours l'organisation, ça nous rassure, ça permet de garder le contrôle, et c'est très bien dans beaucoup de situations. Il faut une organisation consciente quand on part faire des choses où il y a des risques, mais c'est ne pas s'organiser, se lancer, et les réponses vont venir d'elles-mêmes, en fait. Et si tu suis ta curiosité sans vouloir tout contrôler, tout organiser en amont, en fait, c'est comme ça, dans le flow là, que tu vas réussir à faire vraiment ce qui t'anime, ce que t'aimes, et tu vas pouvoir le corriger petit à petit. Donc, juste, c'est assez bateau, mais juste foncer, suivre, écouter cette petite voix, et pas trop se préoccuper de la forme, en fait, de l'organisation. Parce que ça peut être bloquant pour plein de gens. Il faut faire la base, être en sécurité, Exactement. et après se laisser aller au fil des opportunités. À la limite, la préparation est quand même... parce que tu parlais aussi de stabilité, on n'organise pas ça du jour au lendemain juste parce que je suis cette petite chose qui m'anime, ou moi j'ai anticipé et je savais depuis longtemps que je voulais faire ce projet, mais c'est surtout pouvoir mettre sur papier ce projet qui t'anime, ou ça peut être de la musique, hein, c'est pas forcément... ça peut être un projet musical, ça peut être un projet associatif, mais l'écrire, en parler, le conscientiser, et après tout faire pour y arriver, et surtout se lancer, quoi. Parce qu'après, ça se crée tout ça. C'est ça. C'est petit pas par petit pas, mais au moins oser faire le premier, quoi. Exactement. Et est-ce que tu as un mantra, une phrase que tu te répètes et qui t'aidait justement dans cette aventure ou dans ta vie en général? C'est une très bonne question. C'est l'aspect, je dirais, la résilience, parce que il peut y avoir des bons jours, des mauvais jours, mais si tu gardes la régularité, si tu crois en ton truc, en fait, la vie, elle est faite que de bons et de mauvais jours, mais c'est toi de voir comment tu gères les bons ou les mauvais. Donc, je dirais juste cette résilience et cette confiance en l'avenir. Elle vient soit en se posant peu de questions, soit juste en vivant le moment présent, et en étant à fond dans ce qu'on fait, en étant à fond dans notre projet, quoi. Et toi, tu as toujours eu confiance en toi vis-à-vis de ce projet et de ce que tu faisais? Vis-à-vis de ce projet, oui, mais la confiance en soi personnelle, elle se construit petit à petit, justement, avec les expériences qu'on fait, pas avec celles qu'on hésite et qu'on se lance pas. Très souvent, j'avais pas confiance en moi, et comme on n'a pas confiance, on se lance pas. Et en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est ce premier pas. Ce premier pas, il fait un effet boule de neige, parce qu'il va te permettre de faire une expérience que tu te pensais pas capable. Celle-ci, elle va te donner plus de confiance pour une prochaine. Et en fait, ça se décuple petit à petit. Donc, c'est pas là où il faut faire preuve d'humilité. Il faut pas non plus être dans une course au toujours plus, mais c'est cette expérience qui te permet de te booster et de t'aligner après avec ton objectif. Et c'est pour ça qu'il faut continuellement revoir ce que tu as envie de faire et ce qui te challenge vraiment. Et qu'est-ce que tu retiens le plus de ton voyage, de ton tour du monde? Clairement, la bienveillance des gens. Souvent, on a énormément d'informations, de choses négatives, mais la positivité des gens, la bienveillance, la solidarité qui est universelle, je dirais que c'est ce qui m'a le plus choqué, même si j'en étais convaincu. Là, je l'ai vu de mes yeux tous les jours. Pas plus tard que tout à l'heure, je voulais payer un dessert, la carte prenait qu'à 10 €, j'ai que ma carte sur moi. Une dame, elle me paye, ça coûtait 2 €. J'étais gêné, mais cette dame, je dis, non, mais écoutez, je passe une bonne journée, écoutez, ça me fait plaisir de vous le prendre, c'est ça. Et moi, dès que je pourrais rendre l'appareil, ou que l'occasion c'est l'entraide, en fait. C'est juste l'entraide, et voilà. Et pour le coup, tu prouves que c'est universel. C'est universel, c'est humain. Oui, c'est ça. Malgré les barrières de la langue, malgré les différences culturelles, malgré tout ce qu'il peut y avoir, les gens ont été globalement très bienveillants avec toi. Mais clairement, peu importe les différences de chacun, on a tous quelque chose de commun, c'est ça. On a envie de faire plaisir, on a envie d'aider. Et c'est ça que je retiens, et qui donne envie de voyager, et ou d'accueillir de la même manière des personnes qui viennent en France. Tu l'as fait chez toi?
Ouais, avec Couchsurfing notamment, ou Warm Shower, qui est la même version, mais pour ceux qui font du vélo. Et c'est pour ça que dès que je vois des personnes, des touristes ou des gens qui sont en vacances, soit à Metz, soit à Paris, bah, j'essaye de les aider, ou en tout cas qu'ils aient une bonne expérience. Oui. Parce que je me souviens, moi, un peu perdu, un peu partout dans le monde, où il y a toujours quelqu'un qui tend la main. Donc, et c'est au final, c'est les expériences humaines qu'on se souvient plus que les ascensions ou les défis sportifs ou les monuments qu'on a photographiés. C'est ce que je dis souvent, c'est tu peux aller partout, ce que tu vas retenir, c'est toujours les rencontres que tu fais. Bah, Parce que c'est ça qui a vraiment du sens, en fait. Ah, mais tu prêches un convaincu. Hein. On se souvient pas, j'ai vu que tu avais fait des ascensions de l'Amazonie, tu me confirmeras, mais c'est surtout avec la population indigène, où c'est pas ta photo au sommet qu'on a publié peut-être sur Instagram, c'est surtout là, le dépassement de soi, les 3-4 jours avec le guide qui nous explique un petit peu la faune, la flore, c'est peut-être la l'humain. bière à la fin, aussi avec tous les gens qui ont fait l'expédition, c'est l'humain, quoi. Et quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué, justement? Si tu dois en retenir une. Wow, ça, c'est une question hyper difficile, mais c'est bien. Attends, ça me permet d'y réfléchir aussi. J'en ai même deux, mais... Tu peux en dire deux. Hein. Ouais, choisir, c'est renoncer. Il y en a une très, très marquante au début de mon voyage. C'était une petite mamie proche de Tours qui était sur un banc toute seule, qui me faisait beaucoup penser d'ailleurs à ma grand-mère, mais qui était habillée en tenue traditionnelle japonaise. Avec des baguettes, un chignon, un petit parapluie japonais, quoi. Donc je me suis posé, j'étais à vélo et je suis allé discuter avec elle. Et une super discussion. En fait, elle avait l'âge de ma mamie, 90 ans, une pêche de malade. Et après 30 minutes de discussion de tout et de rien sur le banc, elle me demande si je voulais venir goûter sa tarte. Elle avait une tarte à la maison, donc je l'ai accompagnée. Elle est allée au marché. Et chez elle, en fait, c'était une sorte de caverne d'Ali Baba. C'était une grande voyageuse, en fait. Elle avait fait plus de 120 pays dans sa vie. C'est énorme. Et de chaque pays qu'elle avait visité, elle avait un bibelot. Donc, j'ai passé l'après-midi à goûter chez elle, une très bonne tarte d'ailleurs. Tarte à la Mirabelle. Et elle m'a raconté des dizaines d'histoires de pays où elle est allée. Et toute sa vie, elle l'a dédiée au voyage. Et là... Et elle était contente, voilà, de me partager tout ça. C'était vraiment un beau moment, quoi. C'est un beau moment et en plus avec sur le papier, c'est une personne âgée que tu n'aurais jamais rencontrée si tu n'avais pas fait ça. Ouais. Enfin, c'est ça qui est beau dans les rencontres et le voyage que tu fais. C'est ça, il n'y a pas de barrière, pas d'a priori. Très souvent, comme tout le monde, j'en ai. Enfin, je me souviens l'un des premiers jours, je me suis fait héberger par quelqu'un qui avait une énorme ferme, qui avait une Renault C15 comme mes grands-parents à la campagne. Je me suis dit, je vais arriver au fin fond de la Meuse dans un poulailler et je vais dormir dans le jardin. Et en fait, cette personne était à la fois il avait la gestion d'une ferme, mais il était aussi photographe, journaliste. Il avait fait un article de mon voyage et écrivain. Il avait écrit plus de 7 livres sur des thématiques différentes et on a discuté toute la soirée sur tous les projets qu'il avait fait et j'avoue, je me suis voulu après d'avoir jugé assez rapidement. Enfin, c'était pas jugement, c'était même juste un premier a priori, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, ben non, mais justement, creuse pour voir ce qu'il y a derrière tout le monde, quoi. Tout le long de ton voyage, tu as fait des rencontres exceptionnelles qui t'ont marqué d'une manière ou d'une autre. Exactement, ouais. Bon, on pourrait parler encore des heures, mais on va plus ou moins arriver au bout de l'épisode. Je t'ai demandé d'emmener un objet. Est-ce que tu peux me dire quel est cet objet et pourquoi celui-ci? Ouais, bah alors, comme je te disais, du rapport que j'ai avec mes grands-parents, c'est le pompon de marin de mon grand-père, qui était sur son chapeau quand il est parti sur un porte-avions pendant de longues années. Et c'est lui qui m'a donné un peu envie de voyager ou en tout cas de faire des aventures. Parce que quand j'étais petit, quand j'allais chez lui, il me racontait toujours des histoires. Et je me souviens que déjà très petit, je me disais, mais comment je vais faire pour raconter autant d'histoires que lui m'en raconte? Et voilà, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a donné cette envie. Et comme il est plus là, c'est un peu mon porte-bonheur. Ça fait encore plus sens sur le bateau.
vu que j'avais jamais navigué paradoxalement, il était présent. Et puis du coup, tu vois, si je suis là toujours avec ce même pompon, c'est que ça m'a porté chance. Je me suis pas blessé, tout s'est bien passé et il était là-haut pour protéger, on va dire. Et tu l'as toujours avec toi Non, pas toujours. pendant tes aventures? Mais pendant mes aventures, c'est vrai que je me le suis gardé. Je l'avais accroché sur ma sacoche de vélo à l'avant. Et puis je l'avais toujours avec moi sur le bateau, sur mon sac, pendant mon voyage. Ah, c'est une belle histoire, en tout cas, que tu racontes. Bah, écoute, Jules, merci beaucoup pour ton partage. C'est très inspirant. Je trouve ça incroyable tout ce que tu as pu faire. Donc, merci. Et je te souhaite encore de belles aventures. Et à bientôt. Eh ben écoute, merci à toi, Chloé. C'était trop cool d'échanger avec toi. À Ouais. bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.